Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News où cet épisode est dédié aux fusées européennes. L'industrie des fusées est l'une des industries qui a décollé en termes d'expansion, d'investissement et d'intérêt de la part de compagnies privées ou institutions. De nombreux jeunes fabricants de fusées sont nés au cours des 2 dernières décennies et il est parfois difficile de suivre ce qui se passe. Dans cet épisode, je me concentrerai sur les fabricants de fusées européennes et si cela suscite de l'intérêt, je pourrai m'étendre à ceux du reste du monde. Je vais donc tenter de décrire quelles sont ces entreprises européennes et que font-elles. Et pour vous aider à comprendre tout cela, je vais vous montrer comment ils se comparent les uns aux autres et à leurs concurrents externes, en espérant que cet épisode réponde à toutes vos questions. Bien sûr, cet épisode a été réalisé en fin 2024 et j'imagine qu'au moment où vous le regardez, les choses auront peut-être évolué. Donc cette industrie change à la vitesse de la lumière. Heureusement, ce sujet a pris une telle ampleur au cours des 10 dernières années qu'il mérite 2 épisodes. Commençons donc par la première partie. Vous trouverez le lien de la deuxième partie en description ou sur votre coin en haut à droite de votre écran. Cet épisode se concentrera sur les sujets suivants: fusées européennes, ports spatiaux et conclusion. Nous comptons actuellement 15 fusées de fabrication européenne opérationnelles ou en développement. Il y a de grands noms comme Ariane Group derrière Ariane 6 et l'italien Avio pour sa Vega et Vega C. En effet, la fusée Vega vient d'être retirée au moment où vous regardez cette vidéo et je n'en parlerai donc pas. Nous avons également un acteur majeur, les instituts gouvernementaux français, allemands et japonais, donc le CNES, DLR et JAXA, qui développent actuellement la fusée Callisto pour permettre la réusabilité du premier étage et pourrait transmettre la technologie à Ariane Group ou à d'autres une fois terminée, car ces instituts ne sont pas des fabricants de fusées. Ariane Group ne se borne pas seulement à son lanceur lourd Ariane 6 et investit en effet dans un lanceur moyen via sa filiale Maya Space avec sa fusée Maya. Les nouveaux constructeurs de fusées moins connus sont implantés sur tout le continent européen, à commencer par l'Allemagne avec High Impulse et son SL1, ISA Aerospace et son Spectrum, ainsi que Rocket Factory Augsburg et son RFA-1. Ensuite, au Royaume-Uni, nous avons Orbex avec sa fusée appelée Prime et Skyrora et sa fusée Skyrora XL. En France, nous avons Latitude avec son Zephyr, Hyperspace avec sa Baguette One et Sirius et son Sirius 1. En Espagne, PLD Space a lancé avec succès son démonstrateur Mura 1 et avance désormais à grande vitesse sur sa Mura 5. Et enfin, en Italie, Sidereus a été créé en 2022 et a l'ambition de disposer d'une fusée simple et mono-étage baptisée EOS pour des charges utiles légères. J'en ai raté une qui a récemment atteint 100 mètres de haut, le Colibri du programme spatial Gruyère en Suisse. Bien qu'il s'agisse de la première fusée à démontrer sa réusabilité en Europe, il s'agit d'une entreprise composée d'étudiants et elle pourrait ne jamais atteindre l'orbite, ni même la ligne de Kármán. J'espère avoir tort, mais d'ici là, je me concentrerai sur les entreprises européennes qui ont reçu des financements substantiels pour poursuivre leur objectif d'atteindre leur orbite. Et il y a donc beaucoup de fusées, et je pense que vous en connaissez peut-être certaines, mais je suppose que pas toutes. Alors passons à présent dans le détail. Pour avoir une idée des différentes fusées, voyons quelle est leur hauteur. On peut voir qu'il varie entre 4,2 et 63 mètres de hauteur. Bien sûr, cela ne veut pas dire grand-chose, mais cela renseigne sur les tâches monumentales que ces compagnies doivent accomplir jusqu'à leur vol inaugural. Un autre indicateur de la performance de fusée, et en fait le plus important en fin de compte, est la masse de la charge utile sur orbite du client. Comme tous les lanceurs ne se dirigent pas vers des orbites géostationnaires ou lunaires, je me concentrerai donc sur l'orbite terrestre basse pour offrir la meilleure comparaison entre toutes les fusées. Les fusées les plus performantes sont bien sûr celles équipées de propulseurs latéraux à combustion solide sur Ariane 6 et les étages à combustion solide 1, 2 et 3 de la Vega C, qui sont incroyablement performants.
Pour éviter de cacher les lanceurs avec une masse de charge utile plus petite, j'ai supprimé Ariane 6 avec 2 et 4 boosters latéraux, et ici nous pouvons clairement voir qu'Avio Vega C a une longueur d'avance sur les autres, suivi de près par Miura 5, RFA 1, Spectrum et Maya, avec une capacité de charge utile supérieure à 1 tonne. Ensuite, nous avons le SL1, la meilleure des fusées restantes avec une charge utile de 600 kg, suivi de la gamme de charge utile de 180 à 320 kg avec Baguette 1, Zephyr, Prime et Skyrora XL. La fusée EOS, avec sa très faible charge utile de 13 kg, est conçue pour de petites expériences en microgravité et bon marché, et n'est donc pas destinée à rivaliser avec les fusées les plus grosses et les plus performantes. Toutes les sociétés de fusées ont des ambitions et des stratégies différentes concernant le port spatial à partir duquel elles lanceront. Certaines préfèrent des lancements équatoriaux, comme le port spatial de Kourou, pour bénéficier d'une vitesse de rotation terrestre plus rapide et donc réduire la quantité de carburant nécessaire et donc d'augmenter le poids de la charge utile en orbite. Il est également parfaitement adapté au lancement de satellites géostationnaires, car il ne nécessite pas le changement de plan orbital, étant déjà à une inclinaison de 0 degré. Tous, sauf Orbex, Sirius, Siderius et Skyrora, lancent ou prévoient de lancer depuis Kourou, le port spatial européen situé en Guyane française. En effet, les fusées Vega C et Ariane sont déjà toutes lancées depuis Kourou. Mais on est encore loin de l'Europe, où se trouvent toutes ces fusées et peut-être les clients des satellites. C'est là qu'interviennent l'Écosse et la Norvège. Paradoxalement, aucune d'elles ne font partie de l'Union européenne, mais ce n'est qu'un détail mineur. En effet, le Royaume-Uni a investi massivement pour préparer 2 sites de lancement verticaux afin de répondre à l'appétit européen de lancer des fusées vers l'espace. Saxo-Vault dans les îles Shetland écossaises abrite RFA, Skyrora, High Impulse, Latitude et très récemment Orbex. La rampe de lancement d'RFA y est déjà disponible, même si elle a eu récemment subi une explosion. L'autre port spatial britannique dans les Highlands, Sutherland Spaceport, est en construction exclusivement pour Orbex. Avec un avantage environnemental majeur, il est conçu pour être neutre en carbone dans sa construction et son exploitation. Dans un développement très récent, Orbex a décidé de faire une pause de ses opérations à Sutherland pour le moment et de se concentrer sur le port spatial de Saxo-Vault à la place. Le suivant se trouve dans le nord de la Norvège, Andøya, un ancien port spatial de fusées-sondes qui a récemment signé un contrat d'exclusivité à long terme avec ISAR Aerospace pour sa plateforme 1. High Impulse a également l'intention de se lancer à partir de là. Bien entendu, le principal avantage de ces ports spatiaux du nord de l'Europe réside dans les orbites polaires et héliosynchrones, c'est-à-dire des orbites où les satellites sont constamment à la lumière du jour, idéal pour les satellites d'observation ou les satellites qui dépendent exclusivement de la lumière du Soleil pour leur alimentation, ce qui est le cas dans 85% des satellites aujourd'hui. L'Écosse est également très intéressée par l'ouverture d'un autre port spatial, mais uniquement pour des fusées-sondes appelées Spaceport 1 dans les Hebrides. Les travaux de construction ont démarré fin 2024. Très récemment aussi, l'île portugaise des Açores attire également des constructeurs comme Orbex ou encore l'ESA avec son Space Rider. Esringer en Suède abrite des fusées-sondes depuis des décennies, mais ne prévoit pas encore de l'étendre aux fusées orbitales. C'est d'ailleurs à partir de là que les démonstrateurs de fusées réutilisables Callisto et Themis seront testés pour la première fois. Siderius a l'intention de lancer depuis la côte amalfitaine en Italie, et ce projet est en fait seulement sur papier pour l'instant. Enfin, la première fusée de Sirius devrait être lancée depuis Arnhem en Australie. Bien que les informations fournies dans cet épisode se trouvent dans le domaine public, que ce soit du site internet du fabricant ou des médias, ce type d'information devient très rapidement obsolète. J'invite également tous les fournisseurs de fusées à me contacter pour fournir plus d'informations ou proposer des corrections que je publierai dans une seconde édition de cette vidéo.
J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Nous vivons à une époque où les fusées privées sont en plein essor et nous pouvons donc toujours bénéficier d'un récapitulatif de qui fait quoi dans le secteur européen des fusées. Après tout, nous disposons en 2024 de 13 compagnies de fusées pour commencer et bien d'autres à venir, en tous les cas, je l'espère. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues et amis et aussi de me laisser quelques commentaires. J'essaie de répondre au plus grand nombre possible. Si vous avez aimé et souhaitez que je produise des vidéos similaires provenant d'autres pays, par exemple la Chine, l'Inde, la Russie ou les États-Unis, faites-le moi savoir en cliquant sur le like de cette vidéo. Merci de me soutenir chaque semaine, gardez surtout votre intérêt pour l'espace et à bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.